Samedi 10h midi, 10h midi, avec Yves Dombella et sa bande. Rien à cacher. Tous les samedis de 10h midi. Sérieusement décalé. Nous sommes en direct, live, nous sommes le samedi 17 avril 2021. Aujourd'hui, c'est l'anniversaire du rappel à Dieu d'Aimé Césaire. Merci infiniment à mon aîné Serge Billet qui m'a envoyé cette information. Je crois qu'il était 2h et quelques du matin. Voilà, donc on s'en souvient. 17. Aujourd'hui, c'est le 40e jour, c'est demain, je crois, le 40e jour. Donc, voilà, donc du rappel à Dieu également de notre Premier ministre chéri, Ahmed Bakayoko. Et d'ailleurs, je voulais proposer au patron de la radio, voilà, au propriétaire de la radio, de baptiser le studio où justement on reçoit nos invités, le studio Ahmed Bakayoko, puisqu'à l'époque le studio du Haut c'était le studio Adama Sanogo, hommage au premier, à l'un des fondateurs donc de Nostalgie, Adama Sanogo, rappelé à Dieu. Voilà, je propose vraiment publiquement que le studio soit baptisé le studio Ahmed Bakayoko. Et d'ailleurs les images de son interview dans ce studio tournent en boucle, voilà, dans le monde entier depuis son décès. Voilà, donc le studio, vraiment, ce serait bien que ce studio s'appelle Ahmed Bakayoko. C'est le premier président directeur général de Nostalgie. Voilà, donc si ma demande, ma doléance épousait la forme de la réalité, je serais très honoré. Voilà, et ce serait l'occasion de rendre hommage à ce grand monsieur qui a propulsé Nostalgie aux côtés d'Yves Zogbo Junior, Paul Savio, Hervé Cornuel, au firmament donc de paysage audiovisuel. Alors là, c'est tout le contraire. C'est l'émission la plus nulle du paysage audiovisuel, mais on a des invités prestigieux comme celui de ce matin. Voilà, donc on est très heureux de le recevoir côté jardin. Voilà, mais on va parler aussi de son activité. Il donne d'une simplicité déconcertante. Moi, j'adore ses chaussettes rouges. J'ai regardé si elles étaient là ce matin. Alors, comment va? Moi, je t'appelle Stan. Voilà, Stanislas Zézé. Voilà, un homme qui est arrivé. C'est un vrai bim financier. Il est arrivé, il y avait un vide. Paf, il est rentré dedans et aujourd'hui, moi j'adore les milliardaires qui assument leur richesse et tu le fais et c'est vraiment fabuleux. Ouais, parce que les gens ont honte de oui, Élysée, oui. Il y a Mosia, Kabirou. Oui. Viens me voir, me dit, excuse-moi, l'invité là, il est milliardaire ou quoi? Mais comment ça? Viens parce que c'est la première fois que je vois Yves aller chercher un invité pour venir. Non, mais on s'est croisés, c'est vraiment. Merci, ouais, non, mais il est simple, il est sans façon. Il n'est pas simple. Tu conduis, la montre est Rolex. Oui, mais écoute, à 50 ans, à 50 ans, si tu n'as pas une Rolex, c'est que tu as gâché ta vie. La ceinture, c'est Louis Vuitton. Comme dit ce gars-là. La paire de basket, c'est Jim Weston. Il n'est pas simple. Non, mais il est simple. Tu peux continuer. Attends, je connais des milliardaires qui roulent avec un cortège. Tu conduis toi-même ton véhicule, Stan? Oui, bien sûr. Voilà, donc ça c'est des faits simples. Voilà. Alors moi je vais te demander, c'est vrai que c'est difficile pour toi, comment tu peux expliquer ton métier? La notation financière, c'est, je sais pas, pour les gens on ne comprend pas, on se dit mais c'est quoi ce truc qui D'accord, fait... Voilà. merci, En termes vraiment simples pour les gens qui... Voilà. Mais en tout cas, merci Frangin, merci Yves de m'inviter à cette émission. Je crois que c'est un honneur, c'était vraiment un honneur de te recevoir. Ouais, moi, je l'avais invité là, il n'avait jamais le temps aussi. Ah ouais. Non, mais je pense que Yves a su, il est venu me trouver au bureau. Ouais, j'étais au bureau. Il a dit, si tu dis pas non, si tu dis pas oui, je sors pas d'ici. Voilà. Et comme j'avais une réunion. Voilà, il était obligé. Et c'est un homme de parole. C'est avec grand plaisir. Je suis déjà venu ici à Nostalgie avec Cheikh Ivan à l'époque. Là, c'était plus sérieux. Écoutez, tu sais, des fois, c'est vrai que... On parle de milliardaire, la fille qui est venue avec le producteur de Monsieur Célèbre pour le regarder. Je ne suis pas milliardaire. Qui c'est qui a dit que j'étais milliardaire? Beaucoup de gens disent que je suis milliardaire. Moi, je n'ai jamais dit que j'étais milliardaire. Non, c'est vrai que... à cause du métier que je fais, on me voit comme quelqu'un d'extrêmement froid, distant et arrogant. Pourtant, c'est pas le cas. Non, t'es pas. Quand on me connaît pas, évidemment, on pense ça, mais ça vient avec le métier. Hein. Les financiers sont toujours des gens assez austères, quand même. Pour pouvoir dire non aux demandes de crédit. mais je vais essayer d'être très simple dans mon explication. Voilà. Sorti du technique. La notation financière, c'est quelque chose de finalement très simple. Hein. C'est je veux emprunter de l'argent. Ok, je vais emprunter de l'argent à Yves. Et Yves se demande est-ce que ce qui ne sera jamais le cas. Yves se demande est-ce que Stan est capable
de me rembourser. OK. Donc, il va s'adresser à Julien, qui est l'agent de notation financière, qui va évaluer, moi, ma capacité à rembourser. Déjà, ma capacité même à absorber ce que je demande. C'est-à-dire, je demande 1 million à Yves, qu'est-ce que je vais en faire? Est-ce que ces 1 million vont me permettre d'investir dans quelque chose qui va permettre de gagner plus d'argent pour pouvoir rembourser les 1 million plus intérêts de Yves? Et donc, ce Julien, lui, c'est l'agent de notation financière, il est indépendant. Il n'a aucun intérêt dans la transaction. Donc, il va faire une analyse froide. Mais qui le mandate? Moi, je peux le mandater pour te prouver à toi que je suis crédible. Ou toi, tu peux le mandater pour prouver que je suis crédible. OK. Voilà. Mais donc, là, tu dois travailler avec l'institution, avec les États ou bien avec les personnes non, physiques ou morales? on ne travaille pas avec les personnes physiques, malheureusement. Ça, c'est réservé à ce qu'on appelle le bureau de crédit. Nous travaillons avec les entreprises, donc les personnes morales. Les entreprises, les États. On travaille aussi sur des produits financiers, mais pas avec les personnes physiques. D'accord. Mais comment tu Continue. Attends, il est en train d'expliquer en français facile Voilà, la en notation français financière. Oui. Voilà, donc, une fois qu'on fait cette évaluation-là, on va sortir une note. En fait, 2 notes. Une note à long terme. Le long terme, c'est ta capacité à rembourser au-delà d'1 an. Donc, il va représenter tes fondamentaux même. OK? Et une note à court terme qui va représenter ta liquidité. Parce qu'en réalité, tu peux être une entreprise avec des fondamentaux solides, mais ne pas avoir du liquide. Parce que tu as fait de gros investissements et tu es à court de liquidité. Donc, on regarde ces 2 paramètres-là et on donne une note et on écrit un rapport qui va expliquer la note. Et donc, quand l'investisseur voit le rapport, il sait à quel niveau de crédibilité tu te situes. Et il prendra sa décision en fonction de ça. Donc toi, tu es incorruptible. Je suis incorruptible. Et je crois qu'après 14 ans, la raison pour laquelle nous avons cette réputation, c'est parce que justement, nous sommes incorruptibles. Mais il y a eu un problème, un petit souci à Dakar, je parais. Non, j'explique. À Dakar, ce qui s'est passé, c'est que quand tu empruntes sur le marché obligataire, donc quand tu émets des obligations sur le marché, une obligation, c'est un papier que tu émets pour emprunter à tout le monde, à tous ceux qui sont investisseurs qui veulent acheter ce papier-là. Et quand tu veux émettre cette obligation, tu es obligé d'être noté, c'est la réglementation. Donc quand tu es noté, quand tu as une certaine note, qu'on appelle la note d'investissement, tu es exempté de la garantie, tu ne donnes pas de garantie. Donc finalement, ta garantie, c'est la notation. D'accord. Non. Donc pendant la maturité de cet emprunt, c'est-à-dire par exemple 7 ans, 8 ans, tu es obligé d'être noté chaque année. D'accord. Et d'ailleurs, de préférence par la même agence, parce que c'est sur la base de la notation de l'agence que les souscripteurs ont souscrit à ton obligation. Il se trouve que Sénélec, à un moment, voulait changer d'agence de notation, mais à un moment où c'était trop tard. Parce qu'on avait la CIE de Dakar. Voilà. L'équivalent, oui. C'était déjà trop tard. Et ce qu'on leur a dit, pour cette année, c'est trop tard parce qu'on a déjà commencé le processus de réévaluation. Vous pourrez, l'année prochaine, changer si vous voulez. Mais cette année, c'est trop tard. Ils disent non, ils ont décidé de... Non, ils ont décidé de faire un appel d'offres. Hein, c'est ce qu'ils ont dit. On leur a dit que c'était trop tard. Ils ont décidé de le faire quand même. On leur a dit, si votre note expire dans 4 semaines, bon, si vous décidez de rentrer dans ce processus, ça veut dire que nous, on arrête ce processus de notation. Et puisque votre note elle est publique, on va publier qu'on ne vous note plus. Évidemment, si on publie qu'on ne vous note plus, il y a un gros problème. Parce que ça veut dire que l'emprunt que vous avez fait, finalement, il n'est plus garanti. Et donc, je crois qu'ils avaient du mal à comprendre ça, il me semble. Ils ont lancé quand même l'appel d'offres. On a souscrit, hein, mais on a retiré la note et on a publié. Et ben, ils n'étaient pas contents, mais c'était la réalité. C'est notre rôle de publier en tant qu'agent de notation financière. Et du coup, ça les a desservis? Ben oui. Beaucoup, puisque dès l'instant où on dit qu'on ne vous note plus, tous ceux qui ont acheté des obligations sont réticents. Non, c'est pas qu'ils sont réticents, mais ils se disent qu'ils ont été Ils se floués. désistent. Floué, d'accord. Ouais. Ils se disent qu'ils ont été floués, puisque aujourd'hui, ce n'est plus... Enfin, dès que l'agent se retire, que vous n'avez pas de garantie, donc ça veut dire qu'ils sont exposés à un risque qu'ils ne maîtrisent même pas.
Mais aéroport autonome de Dakar. Ah, ça, c'était pas nous, par contre. Non, ça, c'était l'autre agent. On va revenir un peu. Tout à l'heure, j'ai parlé donc de tes chaussettes rouges. C'est quoi le choix des chaussettes rouges? Écoute, il y a 15 ans, Ouais. il y a 15 ans, je suis allé au Vatican. Ok. Et donc, j'étais Rouge cardinal. j'étais assis dans un café et j'ai vu 2 cardinaux arriver et qui se sont assis au café. Vous savez, les cardinaux, ils ont de longues soutanes. Ouais. On ne voyait pas leurs chaussettes, vous ne voyez Ouais. pas ce qu'il y a en bas, vous voyez juste la soutane et les chaussures. Et ils se sont assis et ils ont croisé les pieds. Il y en a un qui avait porté une soutane bleu marine et l'autre une soutane mauve. Et quand ils ont croisé les pieds, j'ai vu les chaussettes rouges. Et j'ai commencé à m'enseigner un peu sur les cardinaux et leur influence au Vatican. Et je me suis rendu compte que les cardinaux étaient les plus puissants du Vatican. Et et moi, je voyais cette puissance incarnée dans les chaussettes rouges. Ouais. C'est l'audace, hein. Mais d'une façon discrète. C'est de l'audace. Voilà. Parce qu'en réalité, ce n'est pas montré volontairement. C'est montré à des moments particuliers. Ouais. Quand ils croisent les jambes. Les gens, ouais. Donc pour moi, ça incarne la puissance discrète. Et ça m'a inspiré. Et je suis allé dans un magasin acheter des... Gammarelli. Est-ce que je pourrais avoir les chaussettes rouges? Là, on m'a dit les cardinales. Évidemment, ce ne sont pas des chaussettes rouges, ce sont des cardinales. Les cardinales, ouais. Les cardinales, ouais. Et cette précision, elle est Je pense qu'ils d'une grande ont espoir. un pote là. Ils vous emportent. Et donc, depuis 15 ans, je ne Tu ne porte mets que ça. Que des chaussettes Est-ce que rouges. tu as évalué le nombre de paires de chaussettes rouges que tu as? Oh, je dois en avoir des centaines. Waouh. La plus coûteuse. Pardon? La plus coûteuse. Tu es quoi, Dédé? Tu es Gammarelli? Non, je porte tout. Hein. Ouais, tout même ce qui est Weston rouge. aussi. Même Weston, Ouais, tout ce John qui est rouge, Lab, hein. tout ce qui est rouge. Mi-bas Et, ou chaussettes basses? Non, mi-bas. Mi-bas, toujours. L'élégance. C'est important. Il n'est pas que tes chaussettes se plient. Ouais. C'est magnifique. Enfant, tu étais comment? Est-ce qu'aujourd'hui, tu vis une revanche sur ton passé? Non, pas du tout. Écoute, j'ai vécu une enfance très agréable. Hein. Ouais. J'ai jamais vraiment... Trois repas par jour. Oui, Ouais. enfin, même peut-être plus. Même, Ouais. Et toi, répartivé Non, chez les j'ai- voisins aussi. Hein. Ouais. Non, c'est-à-dire que j'ai eu une enfance sans problème. Ouais, ouais. J'étais Les parents, ça va, ils étaient aisés? un père militaire. Ouais. Qui travaillait à la présidence d'abord. Et D'accord. ensuite, sorti de la présidence. T'as au copié début, ton papa parce que t'étais GIs aussi. ouais, moi, j'étais militaire. Enfin, je pense qu'on reviendra à celui-là. Mais mon père était dans les services secrets, était un proche collaborateur du président au début Ils ont fouillé. ouais, le président nous fait au début des années 60. Ensuite, il y a eu des soucis après, il est parti parce qu'il y a eu une espèce de tentative de Le coup d'État. par un de mes oncles, qui était sous-chef d'état-major, mais que mon père avait présenté au président un mois avant. Évidemment, mon père n'était pas au courant des... Ouais. Donc, le c'est président Oufoué a pensé à une collusion entre les deux hommes. Non, en fait, son entourage, C'était à l'époque c'est des Zimbabwe, c'est ça? C'était à l'époque des Dombaï. Attends, Stan, on va marquer une pause puisqu'on a Cheikh Ivan qui arrive, ton ami. D'accord. Et voilà. La rédaction de Nostalgie vous propose Regard. Bienvenue au mois de Ramadan, le mois de pénitence, le mois de salut des musulmans du monde entier, le mois de toutes les privations, le mois de l'abstinence. Durant 30 jours, ou 29, c'est selon les caprices de notre belle lune, les fidèles sont amenés à se débarrasser de leurs vieilles habitudes répréhensibles pour se fondre dans la peau de vrais saints, dépouillés des vicissitudes du quotidien des hommes pour renaître telle l'éclosion de la fleur et la venue au monde de l'innocent nouveau-né. Mais évidemment, cette renaissance ne va pas sans dommage. L'expiation des péchés est conditionnée par l'accumulation des douleurs à l'échelle des péchés et des prédispositions naturelles des uns et des autres. Ainsi pouvons-nous nous amuser à classifier les jeûneurs. Allez, on se fait plaisir. Hein. Regard. Cheikh Ivan. Un célèbre imam ivoirien, le bien nommé Bredji Ibrahim, officiant à la mosquée de la maison d'arrêt et de correction d'Abidjan, la Maca, déclarait il y a quelques années dans une émission religieuse sur l'antenne 1 de la télévision nationale ivoirienne, avec l'humour acerbe qu'on lui connaît, que ceux qui faisaient beaucoup la diarrhée pendant le mois de Ramadan étaient ceux dont le péché sortait difficilement du corps. LOL. Alors m'appuyant sur cette lecture du guide religieux,
je me permets de considérer que j'ai carte blanche, à mon tour, pour procéder à la distinction des jeûneurs de la communauté musulmane. Numéro 1. Ce sont naturellement les jeûneurs professionnels, ceux qui jeûnent à longueur de semaine pour un oui ou pour un non. Chez eux, s'abstenir de manger et boire est devenu une seconde nature. Rien à dire à ce sujet. Passons. Numéro 2. Les silencieux. La devise est bien connue chez eux. Les grandes douleurs sont muettes. Le peu d'énergie résiduelle durement éprouvée par la privation ne saurait et ne pourrait être dépensé dans des bavardages futiles et inutiles, pense-t-il sûrement. Disons qu'à la vérité, ils n'ont pas le choix. C'est trop dur, Jay. Numéro 3. Les dormeurs. Ce sont les plus malins dans l'affaire. Ils sont bien conscients qu'ils ne tiendront jamais le coup. Ils ne sauraient supporter la faim. Pour contourner cet obstacle de taille, eh bien, ils dorment toute la journée. Ils se réveillent à 16h, cumulent toutes les prières manquées de la journée, se rendorment à 17h, ils se réveillent ensuite aux environs de 18h15, ils se jettent sous la douche, en ressortent à l'heure de la rupture et le tour est joué. Numéro 4. Dans le top 10 des jeûneurs figurent en position 4 ceux qu'on pourrait baptiser les fiévreux. On aurait dit qu'ils souffrent d'une maladie incurable. Ils affichent constamment une mine patibulaire, le regard hagard, le visage pâle, du Congolais maladroitement dépigmenté. Tu es méchant, hein? Numéro 5. À côté des fiévreux se positionnent confortablement les coléreux. La moindre interpellation, le moindre oiseau qui chante, le moindre bruit les irrite au point d'être en posture belliqueuse. Ils sont prêts à en découdre à tout moment. Ils baignent dans une sorte de schizophrénie déguisée. Attention, Chien méchant. Numéro 6. les têtus. Ils savent, tout le monde le sait, qu'ils ne peuvent pas tenir. Mais pour l'amour divin et peut-être le niveau trop élevé de péché, dont ils sont seuls parfaitement connaisseurs, les contraignent à faire de la résistance. Malgré les supplications de l'entourage d'abréger les souffrances, ils s'accrochent. Dans de rares cas, tout se termine bien, avec un peu de casse. Dans la majeure partie des cas, hospitalisation directe. C'est forcé ou bien? Numéro 7. Les démissionnaires. Ils sont très honnêtes ceux-là. Ils essaient chaque année. Quand c'est chaud, ils arrêtent net. Dans cette catégorie, on peut très bien mettre les gros bras. Ces gros mangeurs traditionnels qui tentent désespérément de changer radicalement d'habitude alimentaire le temps de 4 semaines. C'est chaud après. Ils font pitié. Numéro 8. Les Sungalos Lama. Traduction littérale, les musulmans de Ramadan. En temps ordinaire, ils s'adonnent à tous les interdits. Une fois le pied dans le mois saint, ils deviennent méconnaissables, trempés dans une religiosité digne de Mukaddam. Plus musulman que lui, tu meurs. Numéro 9. Il y a les savants, ceux qui savent tout. Ils choisissent leur jour de jeûne. Il y en a qui décident carrément de ne pas jeûner au motif que le jeûne se passe dans la tête et non dans le ventre. Résultat des courses, ils mangent bien. Ça va pas quelque part. Numéro 10. Enfin, il y a les Dendeman. Ils marchent sur les œufs. Ils font le maximum possible. Le reste est entre les mains de Dieu. Ce sont ceux-là qui commencent et signent l'abandon à mi-parcours, prétextant d'une maladie, imaginaire ou avérée. Personne ne saurait le dire. C'est entre eux et Dieu. Point final. Ah oh. À bientôt. Vous venez le suivre. Regard. Il est avec nous également, en plus de notre invité Stanislas Zézé, patron de Bloomfield Investment. Il s'appelle... C'est Beau Prince, c'est ça? C'est Biprince. Biprince, ouais. On a reçu Beau Prince ici, hein? Non, c'est Bi. Non, on a reçu Beau Prince ici. Beau Prince, un chanteur qui venait de France, non, c'est ça? Et qui avouait son côté un peu truc. Ouais. Bah, tu dis quoi, androgyne? Il est androgyne et il disait que il couche au feeling. Avec les hommes ou les femmes, c'est au feeling. Le mec est arrivé un peu gros comme ça, chanteur. Oui, si, je vois, ouais. Ouais. Et d'ailleurs, je me rappelle, il y a 3 membres du gouvernement qui avaient retenu. Il avait sorti une formule. Il dit qu'il n'était pas homosexuel, mais il était quelque chose sexuel. Ouais, je vais m'en rappeler, je sais pas. On écoute Monica. Tu te souviens pas des paroles? Non? Il faut chanter. Laisse-les parler, c'est toi et moi. Le plus important, ça se passe au fond de nous. Par milliers, c'est toi que j'ai choisi. Arrête de paniquer, fais-moi confiance. Bravo.
T'es sûr que tu m'as hypnotisé, hypnotisé. Je veux tout donner, je veux te prouver. À mes côtés, ton avenir sera ok. Te prendre par la main, te conduire devant le maire. Fais briller ton doigt. Je suis prêt même à tout encaisser. MJ qui m'a dit, je suis prêt même à tout assumer. Adja fini. Oya mis le coup, les billards, les billards. Je ferai de toi ma mia-ma, ma mia-ma. Oya mis le coup, les billards, les billards. Je ferai de toi ma mia-ma, ma mia-ma. Besoin à l'anime au moni, mais dans la love au Yahweh. Besoin à l'anime au Monica, mais dans la love au love. Besoin à l'anime au moni, mais dans la love au Yahweh. Besoin à l'anime au. C'est sympa, vraiment, c'est vraiment sympa. Tu vis où? Je vis actuellement en Côte d'Ivoire. Ok. Voilà. Mais avant, tu étais où? Quand je ne suis pas en Côte d'Ivoire, soit je suis au Ghana, mais il y a longtemps que je suis parti au Ghana. Ouais. Ah, donc à côté ici. Moi, j'ai pensé que tu étais vivant en France. Hein. Non, c'est le producteur qui est en France. C'est cool. C'est le premier titre, premier single? Oui, c'est un album. C'est un album, ok. C'est extrait de l'album. Combien de titres sur l'album? 9 titres. 9 titres. Ouais. Ça va? Et là, c'est tendance un peu Naija. Tu es originaire d'où? Je suis originaire du Ghana. Ok. Et de la Côte d'Ivoire. Et de la Côte d'Ivoire. Ouais. Papa, maman? Bon. Pour le Ghana, c'est maman. Ok. Voilà, pour la Côte d'Ivoire, ça c'est côté papa. À l'état civil, c'est quoi le nom? C'est bon, Fieni Franck Hervé. Fieni Franck Hervé. Boulango. Ouais. Non, bon. Non, à Bron. Ouais, c'est cool. Bon. Alors Stan, ton genre de musique? Écoute, j'écoute du jazzy. Ouais, je m'en doutais. Jazzy, la rumba. Ah ouais, jazzy, la rumba. Et puis évidemment, comme j'ai passé beaucoup de temps aux États-Unis, je suis resté 15 ans aux États-Unis quand même, mais j'ai passé une bonne partie de ma jeunesse aux États-Unis, donc j'écoutais R&B et le hip-hop. Et le reggae? Le reggae, j'aimais bien quand j'étais à la fac, le dancehall. C'était super bien. J'aimais Bob Marley parce que c'était très révolutionnaire, c'était très inspirant, c'était très profond. Mais en dehors de lui et Barney Spears, j'écoutais très peu de reggae, mais surtout le dancehall. Mais le dancehall, je l'écoutais en boîte. Hein. Je suis pas quelqu'un qui écoute... À cause du côté sensuel? Pardon? À cause du côté sensuel de... Écoute, là c'est le moment... Quand tu es au lycée, quand tu es à la fac, forcément, tu veux... Parce que là, les filles, c'est les salés, hein. Surtout quand elles ont un peu bu. Les robes sont courtes et puis des fois, il n'y a rien en dessous. En tout cas, c'était une très belle époque. À New York, à Michigan, à New York, à Détroit et à Washington, c'était de très, très, très belles années. Hein. Je crois que dans tout le monde, j'étais en France aussi, mais je crois que quand je regarde un peu tous les systèmes éducatifs dans le monde, aux États-Unis, c'est vraiment à la fac qu'on s'amuse vraiment. Ah ouais? Qu'on profite vraiment. Parce que tu vas remarquer que les Américains, quand ils sortent de l'université, ça devient des gens très sérieux. Mais c'est des fous pendant l'université. Et c'est vraiment un concours. Enfin, vous êtes responsabilisé et donc vous prenez conscience de cette responsabilité-là et que vous travaillez dur et vous amusez en même temps. Mais il n'y a pas de suivi. Work hard, play hard. Yeah, c'est work hard, play harder. Yeah. Tu as déjà participé au Spring Break? Oui, plusieurs Spring Break. Expliquez pour les gens qui ne comprennent pas. Le Spring Break, c'est généralement le week-end, c'est le week-end de Pâques. Février, pardon. C'est un week-end en février où tout le monde va passer le week-end sur des plages. Le Spring Break. Oui, l'alcool, le sexe, tout ça, avec tous les abus. Ouais, oui, mais ça, vous savez, ça dépend. Hein. Moi, j'étais avec un de mes très bons amis, Franck Emou, qui est au Texas.
Et nous, on venait de la culture francophone, donc on n'était pas des fous, quoi. C'est-à-dire qu'il y a des choses il y a des limites qu'on avait, il y a des limites qu'on ne dépassait pas. Ça nous amusait, on trouvait ça rigolo de voir les autres faire, mais nous, il y a des limites qu'on ne dépassait pas. Lesquelles, par exemple, la drogue? Jamais touché? Ah ouais. Jamais. Mais là, tu fumes un cigare, donc c'est la grande. Ouais, mais le cigare, c'est pas la drogue. Non, je dis. Et d'ailleurs, le cigare, quand je dis toujours aux gens, l'avantage du cigare, c'est que normalement, le cigare, on le crapote. Quand vous savez fumer le cigare, vous le crapotez, vous n'inhalez pas la fumée comme la cigarette, quoi. Donc vous pouvez être un fumeur. Est-ce qu'on inhale la fumée du cigare? Pour la faire sortir des narines, ouais, mais ça, oui. Non, moi, j'ai jamais fait ça. Ah ben il y en a qui sortent y en a qui le font. Sortir des narines, il faut inhaler. Tu parlais de tes parents. Ouais. Tu as parlé du père, mais bon, et après il y a eu la Cheikh Ivan. Donc maman. Oui, écoute, ma mère, à l'époque, mes parents se sont séparés, j'avais 3 ans. Hein. Waouh. J'avais 3 ans. Et tu étais avec qui, maman ou papa? Non, avec mon père. Avec ton père. Ok. Ma mère est partie, j'étais avec mon père. Mon père était quelqu'un d'assez extraordinaire, c'est-à-dire que il avait une façon d'exprimer son amour qui était un amour militaire. Mon père était militaire, mon père riait jamais, mine toujours. Ah ouais. C'était pas un tu as pris un peu ça de ton père alors? Possible. Le fait d'avoir cette mine toujours un peu. Voilà, mon père était toujours la mine fermée, mais quelqu'un de très généreux et qui avait une façon assez particulière d'exprimer son amour. Mon père a jamais dit je t'aime. Mais il avait une façon assez particulière. Par des cadeaux Non, même pas des cadeaux. Mon père n'était pas dans l'extra. Il était dans le nécessaire. Et comme mon père a toujours dit, il dit dis-moi que tu veux aller à l'école sur la Lune, je paye. Mais dis-moi que tu as envie d'aller t'amuser, acheter une chaussure à 100 000 francs, je te dis d'aller te faire foutre. C'est lui qui a payé tes études, papa? Oui, bien sûr. Ouais. Bien sûr. Il est toujours vivant? Non, mon père est décédé il y a très 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 longtemps. Wow. Mon père est décédé il y a très longtemps. Ok. Donc ensuite je suis allé en France au lycée. Mais qui finançait tes études? Ben mon père. Ouais, d'accord, ok. Ouais. C'est quand tu parles de très longtemps. Ça va? Ouais. Tu fais le jeune? Ouais. Parce que là, je pose la même question en une seconde. Là. Non, parce qu'il dit il y a très longtemps, donc. Oui, mais c'est pas un étudiant. Mais toi, tu as quel âge? Tu as quel âge, Stan? J'ai quel âge? Ouais. 52. 52 ans. Ouais. Et tu imagines qu'il a pris ses dispositions. Enfin, je veux dire, et ça aussi, j'hérite ça de lui, la planification. Ouais. Tu vois, c'est-à-dire l'anticipation sur le futur. Moi, j'ai 2 filles, 16 et 9 ans. Et j'ai déjà planifié. Ça veut dire que si aujourd'hui je ne suis pas là, l'avenir de mes filles est assuré. C'est une question de planification, d'anticipation. Et ça, c'est une notion qui nous a inculqué à tous. Et il a dit, en réalité, et il nous disait ça toujours, il dit, entre frères et sœurs, il n'y a pas d'obligation légale. Il n'y a qu'une obligation morale. Ça veut dire que si tu ne réussis pas dans la vie, tu ne peux pas compter sur ton frère. Il le fera avec bonne volonté, mais il aura ses propres obligations. Attention, j'embrasse bien fort Pascal Kwame. Oui, Babette Barjon que j'adore énormément. Et on a un auditeur fidèle au niveau de la Guinée, voilà, donc qui est toujours avec nous, Henri Kevin, et puis surtout la fidèle des fidèles, Karima. Oui, Karima, près de 27 ans de fidélité. Béatrice Nicole Niom, dont c'était l'anniversaire hier. Oui, aussi c'était l'anniversaire de Misaoui. Oui, d'accord. Elle a eu hier, Béatrice Nicole, 40 ans exactement. 40 ans, voilà, donc 40 ans. Et c'est vraiment fabuleux. On a avec nous quelqu'un que je respecte énormément. Un jour, j'étais au Mali. Et donc le présentateur, c'était une soirée de remise de prix pour un événement économique. Je ne sais même pas d'ailleurs ce que je faisais là-bas. Je croyais il y a beaucoup d'argent là-bas. Je croyais qu'on m'avait appelé pour être présentateur. On me dit non, tu es juste invité. Et donc il y avait toutes les fortunes maliennes. Et le présentateur, à un moment donné, il se tourne vers moi. Il dit, Monsieur Yves Dembella, je vous considère. Hein. Je vous considère beaucoup. Je dis, c'est cette formule, je vous considère. Donc je considère beaucoup. Monsieur Zézé Stanislas, je vous considère. Hein. alors il est le PDG de Bloomfield Investment. D'ailleurs, tu nous dis ce que c'est, parce que les gens ont déjà du mal à prononcer le nom. Bloomfield. Bloomfield. Non, mais c'est en anglais. Ouais. Bloomfield Hills, c'est une petite ville dans l'État du Michigan. Ouais. C'est d'ailleurs une des plus riches villes des États-Unis. L'une des plus riches villes des États-Unis. Ouais.
Wow. Et à l'époque, quand je suis allé là-bas pour la Alors, première juste, fois- tu me permets de dire que les noms déterminent souvent la réussite d'une entreprise ou le comportement d'une personne. Hein. Absolument, le branding. Ouais. C'est vraiment essentiel dans la réussite d'une entreprise. C'est- Alors, tout à l'heure, tu nous donneras les clés pour réussir une affaire. No problem. Voilà. Ok, c'est gratuit, hein. Ne nous envoie pas de facture après. Vas-y, Stan. Alors, Bloomfield Hills, c'est une petite ville des États-Unis. D'ailleurs, je suis allé la première fois en 1990 et c'était une ville où il y avait une centaine de familles. Seulement. Ouais. Et où la maison la moins chère coûtait 3 milliards. Waouh. 3 milliards de francs CFA, la maison la moins chère. Et il y avait un Ivoirien qui habitait là-bas. Non. Est-ce que tu as son nom? Oui, mais je ne sais pas s'il a nécessairement envie qu'on dise son nom en public. Non, mais il n'est pas là. Mais non, peu importe. Un homme d'affaires? Oui, un homme d'affaires. Ouais, non, il était pas. Il était à l'époque, il était directeur général logistique chez Chrysler. Ah, quel véhicule, des véhicules. C'était un grand ingénieur polytechnicien. Ouais. Vraiment un type très bien, donc un Ivoirien, que je suis allé voir. Et quand je suis rentré dans la ville, d'ailleurs, il y a des policiers partout, des voitures de police qui dès que tu rentres dans la ville, t'escortent discrètement, quoi. Et quand je repartais de là-bas, je suis sorti de la ville et je regardais dans mon rétroviseur et j'ai vu Bloomfield vous dit au revoir. Et je me suis dit, mais ce nom, il est magnifique, il est magique. Et moi, quand je montrais un jour une entreprise, je l'appellerais Bloomfield. Wow. Et c'est comme ça que j'ai appelé mon entreprise Bloomfield. Et d'ailleurs, je suis dans la finance, donc Bloomfield, ça sound... Ça rime avec les... Ouais, ça rime avec finance. Réussite, fortune. Parce que comme j'ai dit aux gens, on me dit, mais pourquoi j'ai pas pris... je suis un panafricaniste, pourquoi j'ai pas pris un nom africain? Je dis, bon, imaginez, je suis des Gagnois. Si je disais Gagnois Finance, je pensais que ça aurait été aussi attractif que Bloomfield Investment, franchement. Faut qu'on soit sérieux. Ah ben cool. Alors, maman, tu en parlais tout à l'heure. Maman? Ma mère, oui. Oui. Non, ma mère est partie. Ma mère aussi, je pense qu'ils se sont bien choisis, mon père et ma mère. Ma mère n'était pas militaire, mais ma mère aussi assez particulière. C'est-à-dire que... Elle est encore vivante? Oui, elle est encore vivante. Ma mère, elle est là. D'ailleurs, je lui parlais tout à l'heure. Elle est peut-être en train d'écouter, d'ailleurs. Elle était regardée. Mais est-ce que le fait d'être resté avec ton père, c'était un souhait de ton papa? Non, à l'époque, c'était systématique. Hein. Oui. À l'époque, je crois que les hommes avaient cette dominance-là sur les femmes. Donc, c'était systématique. Hein. Sauf si le père a envie que les enfants restent avec la mère, mais c'était systématique. Les enfants restaient chez le papa? Ouais, systématiquement, il me semble. Mais est-ce qu'elle venait vous voir de temps en temps ou vous alliez la voir? Bien sûr, on se voyait. Je passais des vacances avec elle. D'accord. Non, on n'était pas complètement coupés. Mais ma mère est quelqu'un de très, très, très réservé. Ok. Très réservé, elle ne parle pas beaucoup. Elle est pas nécessairement tactile et affectueuse, mais l'affection est dans son regard. Qu'est-ce qu'elle faisait comme activité? Écoute, ma mère travaillait dans une société qu'on appelait Distripac à l'époque. Hein. Okay. C'était des sociétés publiques là, de l'époque. Bon, après, elle a fait beaucoup de choses, hein, je ne me rappelle plus, parce qu'après, je suis parti en France. Et ensuite, aux États. À quel âge? Je suis allé, quel âge je suis allé, moi, 15 ans, ou un peu moins, je sais pas. Ouais. Pour le collège, en fait. Un peu moins, ouais, pour le collège et le lycée. Et donc, on restait en contact. Elle est toujours très... Quand elle vient chez moi, quand ma mère vient chez moi, elle peut rester tout le week-end, on la voit à peine. Wow. Elle rase les murs. D'ailleurs, ma femme est un peu surprise parce que je me rappelle quand je suis... quand on est rentré à Abidjan, un an après, ma femme me dit, mais est-ce que tu es sûr que toi, tu es un vrai bêté, toi? Ah ouais. Pourquoi? Elle dit, mais personne ne vient, pas de famille, et ta mère n'est pas là tout le temps. Je dis, mais ma mère, elle est chez elle, qu'est-ce qu'elle va venir? Non. C'est toi qui as construit la maison de maman? On a acheté. Ah, acheté, ouais. Et donc... C'était ton premier deal? Non. Non, en fait, c'est mon frère qui a acheté la maison de ma mère. Mon grand frère. Parce que j'ai un grand frère qui est chirurgien. D'accord. Chirurgien ophtalmo en Guadeloupe. Ah, c'est pour ça que tu es parti aux Antilles et tu incitais donc les gens à y aller. Mon grand frère est chirurgien en Guadeloupe. Ça fait combien de frères et sœurs? Je crois que nous étions 9. Non, nous étions 11, pardon.
Et il y en a 2 qui sont décédés. Ok. Et dans la famille, c'est toi le plus aisé? Non. Enfin, le plus aisé. Le plus aisé. Tu vois la rue. C'est peut-être moi le plus visible. Non, attends. Est-ce que tu as entendu? Aisé. Le plus aisé. Le plus aisé. mais tu sais, moi je pense que c'est de l'extérieur, les gens ont toujours tendance à décider que tu es milliardaire ou tu es millionnaire ou tu es multimilliardaire sans vraiment savoir. Mais tu laisses Stan dire amen. Dis Stan, ça fait rien. Je vis bien. Je vis correctement. Je vis correctement. J'ai 3 repas par jour. Mais chez les 3 repas par jour. Stan, les appartements à Bassam, Luxueux à Bassam, en Badon, tout ça, quand tu calcules tout ça, c'est dans. Tu sais qu'en face, mais comme tout le monde, j'emprunte. Tu sais, Stan, tu sais qu'en face de chez toi, il a pratiquement construit la maison de ton voisin en face. Oui, c'est ça, ouais. Le footballeur. Jean-Jacques. Ah d'accord, ok, ouais. En face, donc voilà, il savait tous tes faits et gestes. Oui, mais comme je dis, comme tout le monde, j'emprunte pour construire. Je suis riche de dettes. Ouais. Alors, je vois que tu as un tatouage au bras. Ouais. J'ai été jeune à l'époque aussi, tu sais. C'était quoi le nom de qui? Ah non, je savais pas cerner le truc. On dirait que c'est en chinois, je sais pas. Non, je suis pas ce genre d'amoureux là, tatouer le nom des gens. Non. C'est écrit dragon. Ah, c'est dragon, d'accord, en chinois. En chinois, c'est écrit dragon. D'accord. Faut dire qu'aussi je faisais du karaté à l'époque. Ah, ok. Je faisais du taekwondo. Bon, dis-moi, la partie GIs, là, comment ça s'est fait? C'était à quel âge? Oui, en fait, mon père disait toujours à table, il dit les gens qui... Quand on regardait la télé, il était toujours en train de dire mais ces gens, ils sont toujours en train de se plaindre comme des femmelettes, là. Ça, c'est des gens qui n'ont pas fait l'armée, ça. Et donc, pour lui, quand tu ne fais pas l'armée, t'es pas un vrai homme. Et ça, c'était vraiment la mentalité de l'époque, quoi. Les gens de l'armée, c'est les durs. Moi, ça m'amusait, mais en même temps, c'est resté dans ton esprit. Voilà, dans mon esprit, quoi. Et quand j'ai fini mon master aux États-Unis... Tu en as 2, hein? Ouais, je me suis dit, let me get into this. Et j'ai décidé de rentrer dans l'armée. Mais GIs, on les imagine costauds, imposants, en tout cas ceux qu'on voit. Non, au contraire. Ouais. Au contraire, dans l'armée, parce que j'ai fait 1 an dans l'armée. Dans l'armée, en réalité, on n'encourage pas les gens à être costauds. Ok. Ils sont à la limite dopés. Non, mais parce que dans l'armée, on nous obligeait même pas à faire de la muscu et tout ça, parce qu'on préfère que vous soyez slim, que vous soyez mince. Ok, pour pouvoir bien bouger, parce que les costauds et tout ça, c'est compliqué. Quoi. Ça, c'est la police. C'est pour ça qu'il tire quand il n'avait pas attrapé les gens. le mec, il faut tu es plus rapide que lui, il sort son gun. Il faut être mince, il faut être slim. Ouais. Mais c'était une expérience extraordinaire, vraiment une expérience extraordinaire. On vous fait, en réalité, non seulement ça m'a inculqué la discipline, mais la capacité d'aller au-delà de ce que je pense que je suis capable de faire. On vous dit, courez 30 km. Je dis, mais je ne pourrais jamais courir 30 km. Non, et le formateur te dit, tu ne vas pas courir 30 km si tu penses que tu ne peux pas courir 30 km. Mais tu vas courir 30 km si tu sais que tu vas courir, tu sais que tu peux courir 30 km. Et ça, je trouvais ça extraordinaire parce que c'était des exercices qui nous faisaient aller au-delà de nos capacités. Et de savoir que l'être humain a une capacité extraordinaire, mais il faut en prendre conscience. Et donc l'armée, pour moi, ça a été un catalyseur. On me trouve très strict, mes staffs me trouvent strict, rigoureux, mais je crois que c'est peut-être la clé du succès, ça. Une des clés du succès. D'accord. Juste, peut-être avant le journal, c'est pour Vané, c'est Marius Koudou qui demande, mais tu as tout cité, tous les gens musicaux, mais tu n'as pas dit Zézé Pop en tant que tu appelles Zézé. Mais je ne sais même pas c'est quoi Zézé Pop. Non, tu plaisantes. Non, je prends par contre, musique ivoirienne, j'aime bien le zouglou. Le zouglou, ouais. Parce que ça me rappelle un peu les hip-hop, quoi. Ravi de te retrouver. Donne-nous les nouvelles du jour. Bonjour Yves, bonjour à tous. Le ministère de la Santé, de l'Hygiène publique et de couverture maladie universelle a enregistré hier 30 nouveaux cas de Covid-19 sur 2497 échantillons prélevés, soit 1,2% de cas positifs, 68 guéris et un décès. La Côte d'Ivoire compte donc 45 474 cas confirmés, dont 44 993 personnes guéries, 274 décès et 207 cas actifs. Le nombre total
total d'échantillons est de 567 714. Le 15 avril, 4 634 personnes ont été vaccinées, soit un total de 91 901 personnes vaccinées contre le Covid-19. L'ambassadeur des États-Unis en Côte d'Ivoire, Richard Arbel, a réaffirmé le 16 avril, au terme d'une audience avec le Premier ministre Patrick Hachi, la volonté de son pays d'investir en Côte d'Ivoire, qui dispose d'un énorme potentiel. Le diplomate américain a adressé ses félicitations à Patrick Hachi pour sa nomination en qualité de chef du gouvernement. Il a rappelé la forte implication du Premier ministre lorsqu'il occupait les fonctions de secrétaire général de la présidence dans les questions de coopération bilatérale avec les États-Unis. L'ancien parti au pouvoir du Malawi, le Parti démocratique progressiste, a demandé jeudi que le président Lazarus Chakwera quitte ses fonctions suite à la dissolution de la commission électorale du pays. Chakwera a révoqué cette semaine l'ensemble des commissaires électoraux du Malawi au motif qu'ils ont été déclarés incompétents par la Cour constitutionnelle. Et puis, les militaires maliens devraient avoir rendu le pouvoir aux civils d'ici mi-2022. Les autorités de transition dominées par les militaires ont dévoilé jeudi le calendrier électoral qui permettra de sortir de la période ouverte par le coup d'État du 18 août dernier. Les premiers tours de la présidentielle et des législatives auront lieu le 27 février 2022 et d'éventuels second tours respectivement les 13 et 20 mars, a précisé lors d'une conférence de presse le ministre de l'administration territoriale, le lieutenant-colonel Abdoulaye Maïga. Ce double scrutin s'inscrit dans le cadre strict du respect de la durée de la transition, c'est-à-dire 18 mois, a-t-il souligné. Je vous retrouve dans moins d'une heure. Merci et à tout à l'heure, Louise Martin. Encore une fois, toute notre gratitude. News Info. Louise Martin. Ils ont apporté 25 milliards. L'État lui-même a donné 25 milliards. Et le tout fait 45 milliards. Tous les samedis. Dans Rien à cacher, Yves met vos stars à nu sur Nostalgie. Sérieusement affairé. Sérieusement décalé. Il a besoin de cours de notation financière. Remets-nous le jingle de ce président africain que j'adore, je l'adore. Surtout sa séquence où il se met la pommade sur le visage. Remets-nous, c'est le dernier jingle. Voilà, prends-nous ça. Je savais que tu allais être amusé. C'est pour toi d'ailleurs que j'ai mis ça, Stan. C'est pour toi. C'est parti. Voilà. Ils ont apporté 25 milliards. L'État lui-même a donné 25 milliards. Et le tout fait 45 milliards. Non, c'est la marge de corruption. c'est la marge de corruption. Voilà. Alors, j'avais un message. La semaine dernière, nous avons reçu Nelly H, donc, qui est peintre, donc avec son amie Marie-Pierre Bousquet, donc, où elle expose depuis quelques jours. Voilà, je crois une dizaine de jours. La cause me touche énormément, c'est Endo Woman Afrique. Je me rappelle qu'il y avait une animatrice de Nostalgie qui était atteinte de cela et qui en parlait et qui d'ailleurs militait. Comment s'appelait la mince qui venait du Sénégal Juliette Ba, voilà, Juliette Ba, voilà. Donc Juliette, justement, pourquoi tu ris, Lamia? Ah oui, Juliette, dans le micro. D'accord, ok, voilà. Donc, et donc, on a reçu la semaine dernière Nelly, qui est peintre, qui était avec sa copine, justement, Moya, voilà, qui a décidé de se faire appeler Moya. Voilà, donc, ça s'appelle Endo Woman Afrique. Elles ont décidé, donc, au niveau du magasin de la Literie, de clôturer l'exposition double jeu qu'on a évoqué la semaine dernière, donc, par une journée spéciale dédicace vente d'affiches de certaines de ces œuvres au profit donc de cette association œuvres pour les femmes atteintes d'endométriose, un problème grave, souvent occulté mais souvent récurrent chez la femme africaine. L'affiche ne coûte que 10 000, hein, c'est tout 10 000 francs, donc c'est aujourd'hui de 10h à 17h au magasin, voilà, sur le VGE. C'est notre manière à nous d'apporter notre contribution à ces problèmes de femmes, à défaut de donner de l'argent, donc on donne notre voix, voilà, donc oui, mais des fois on donne aussi de l'argent, voilà, mais là sur le coup il faut inciter à avoir
plus. Et c'est vraiment fabuleux. Je voulais souhaiter un joyeux anniversaire à Cynthia et l'épouse de Kenzo Kwadjo avec Ouda. C'était hier. C'était un fabuleux anniversaire dans un hôtel de luxe, une salle réservée, ambiance sympathique, décoration géniale. Il a prouvé à sa femme qu'il aimait, que c'était elle l'élu. C'est vraiment fabuleux. Cette partie-là, ce serait bien que c'est génial. Voilà, vraiment fabuleux. Et puis Edgar Hofer aussi. Donc ils ont joué les 2 anniversaires. 200 bouteilles de champagne grand cru pour 40-50 personnes seulement, une centaine de bouteilles de vin. Voilà, donc moi je suis parti parce que j'étais à l'eau et j'avais rendez-vous ce matin. Donc on a l'anniversaire aussi de Emma Louest. Emma Louest, d'accord. C'est vraiment fabuleux. 35 ans. On a vraiment le bonheur de recevoir ce matin l'homme qui parle aux financiers et qui chuchote à l'oreille des financiers, voilà, et qui leur dit ce qu'il faut faire, comment gagner davantage d'argent. Et il vous dira d'ailleurs comment gagner de l'argent, puisque de plus en plus il fait des meet and greet avec des étudiants, des personnes qui ont envie de réussir. Aujourd'hui, c'est le self-emploi qui marche. Donc ne comptez plus sur la fonction publique. Essayez de créer donc des métiers, des emplois, et puis il vous dira comment trouver les moyens pour ça. Qu'est-ce qu'il faut faire? Restez connectés sur Rien à cacher. Pour une fois, on ne parle pas que de cul. Mais les gens, en fait, je sais pas. Quand on est à l'émission, on reçoit des gens sérieux. Ah non, c'est trop sérieux. Quand on reçoit des gens et puis on délire un peu, ah non, c'est donc on fait le mix, d'accord. Et c'est fabuleux. On a Lamia et on a surtout Marie-Jo. Marie-Jo, je suis un peu fâché parce que quand une artiste démarre, elle est à l'heure. C'est-à-dire que quand on te dit 10h, tu dois être à 9h40. Il y en a même. La première fois qu'Abounidal est arrivé à l'émission, il y a quoi, 15 ans, 10 ans, Abounidal. À 6h du matin, il est sorti de la boîte. Il est venu s'asseoir là. Il était assis là, il attendait. Dès 6h, il est sorti de la boîte en face. Il est venu. Il était assis pour ne pas rater le rendez-vous. Et non, mais en fait, elle m'a dit qu'elle serait en retard. Elle a prévenu. Mais on n'est pas en retard. Il y a Richard Bona m'a dit un jour que il avait rendez-vous avec Prince pour faire les basses. Et Prince lui a donné rendez-vous, je donne une heure factice, 10h. Et il est arrivé à 10h pile. Prince lui a dit non, 10h c'est l'heure du début de la séance. Donc tu devais être là. En fait, depuis hier, Youssouf m'a dit qu'il serait. D'accord, non, mais comme j'avais pas l'information, autant pour moi. Élisée m'a pas passé. Elle allait rester derrière. Élisée m'a pas passé l'information. Je te demande pardon. Je te demande pardon. Voilà. Et puis sa chanson est belle, j'adore. Et voilà. Ouais, c'est l'habitude qui passe. Je me disais bien qu'il y avait une ressemblance. Okay. Et tu me fais penser à Adèle. Tu me fais penser à Adèle, la chanteuse anglaise. Bah, elle a fondu, elle. Oui, ouais. Moi, j'ai regardé le. Tu as regardé le truc. Tu fais combien de. Elle a l'air plus chou, Est-ce que tu te pèses des fois? Oui. Tu as combien là? 99. Seulement? Ouais. Ta chanson est belle, j'adore. Mais attends, Yves, tu as vu ça? Yves m'a dit ça, mais elle, là, c'est. Marie-Jo, tu la connais. Il dit, mais elle doit passer à l'émission. Ouais, non, j'aime bien ce que ta voix ici. Enfin, je sais pas si c'est ici seulement. Hein. Tu peux nous chanter, s'il te plaît, cette chanson que j'adore? Je dis pas tout que ma joie est comme si. Elles sont sensuelles en plus. Tu dis pas que son gars est comme ça. Et toi, la même, tu es comme moi. À terre, il faut bien parler, moi j'aime ça. Comme tu la sens. Car au finish, le plus important c'est toi. Marie-Jo. On ne l'a plus que la voix qui porte des filles. Laisse parler de toi et sur mon potentiel. J'ai resté là. La main sur Only God. Tu crées mon nom sous tous les toits. Matin, midi, soir, c'est moi. Qu'est-ce que je peux te faire pétaignant? Jésus le même n'a pas fait l'unanimité. Oh, oh, oh. Marie-Jo. Tu dis pas là que son gars est comme ça. Et toi, la même, tu es comme moi. À terre, il faut bien parler, moi j'aime ça. Ouvre les lèvres et ta vie comme tu la sens. Car au finish, le plus important c'est toi. On a la piste que la voix qui porte des fruits. Laisse parler de toi et c'est moi vous danser.
Viens prendre ton mouchoir et lève les mains. Abaisse-toi un peu et danse avec moi. On bouge à gauche, on bouge à droite. On danse les laï-laï. C'est les laï-laï. C'est les Patrick Bagbo. Dr. Kanga. Posé Supana. L'international, le moment heureux. Oh, désolé. Dis-toi le garçon soleil. Oh, l'élève est envie comme tu la sens. Bien au finish, le plus important c'est toi. On ne l'a plus que l'amour qui porte le fruit. Laisse parler de toi et c'est moi pour danser. Oh. Le chic mec de Paris. Yeah, c'est top. Waouh. Marie-Jo, c'est quoi ton nom à l'état civil? C'est Tossou ou Marie-Jocelyne. Ah, Tossou? Oui. Bénin? Togo. Oh, ma belle-sœur. Ah oui. Ah, ouais. Et tu vis à Abidjan? Oui, je suis ivoirienne. Ma mère est ivoirienne. Ouais. Mon père est ivoiro-togolais. Ivoiro-Togo. Je suis né à Abidjan, je vis à Abidjan. Waouh, magnifique. Tout fait à Abidjan. Lui, il est ivoiro-ghanéen, Biprince, voilà, donc il Ouais, on n'est pas loin, ma mère. Ouais, c'est juste les gens franchissent à pied d'ailleurs, voilà, c'est vraiment fabuleux. Alors, qu'est-ce que tu dis dans la chanson? Alors, dans la chanson, je dis oublie-les et vis ta vie comme tu la sens. Quand au finish, le plus important, c'est toi. On t'a largué plusieurs fois? Pas plusieurs. Non, pas plusieurs. Peut-être 20 fois. Non, même pas. Même pas. En fait, on a l'habitude de regarder le regard des autres pour vivre. Donc, moi, je dis dans la chanson, Lamia fait pas ça. Hein. Oublie tout parce que c'est toi le plus important. Donc, vis ta vie, fais ce que tu veux. Parce que, voilà. C'est quoi? C'est par rapport à ta forme que tu le dis? Non, papa, j'assume ma forme. Tu assumes ta forme. Tu assumes ton apouchou. Quel est ton comment elle est habillée? En fait, lève-toi un peu, on va voir. Lève-toi, Lama, regarde un peu. Eh ben, dis donc. Lama, est-ce que Lama nous a filmé ça? Ah oui, mais ce sont des vrais. Il n'y a pas de chiffon dedans. Tu as pratiquement bousculé le micro en t'asseyant. Il faut tester, voir. Tu as bousculé le micro en t'asseyant. Tellement ils étaient énormes. Parce que tu as frappé le micro avec. Quel est ton complexe? Puisque tu dis que tu assumes ta forme, c'est quoi ton complexe? J'ai pas vraiment de complexe. Pas de complexe. Pas de complexe parce que je suis comme je suis. Ouais. Tu dois avoir un succès énorme avec les hommes. Hein? Parce qu'en plus d'être en forme comme ils aiment bien, une apouchou comme tu dis, tu as les atouts. Hein? Non. Tu as les âmes lourdes. Tu as du monde au balcon. Je suis quand même un peu difficile. Tu es difficile. Difficile, ah ouais? Je joue la carte de la fille timide. Mais tu séduis, parce que tu as des regards, tu as les yeux. Je sais pas, tu fumes des petits joints, des choses comme ça, parce que tu as un regard de. Mais Yves, quand pas aucune cigarette, donc rien. Quand on est difficile, on ne dit pas. Ouais. Toi, n'est pas difficile. Non, c'est vrai que j'aime bien jouer. Ouais, tu as guicheuse un peu, tu as un côté aguicheux. Même dans la chanson, même quand tu chantes, tu as guicheuse. Même dans la vidéo. Et puis tu as ta petite brèche sympa, c'est vraiment magnifique. Elle aime les brèches. Tu as chanté dans des cabarets avant, on dirait. Oui. Tu as une culture de cabaret. Oui, beaucoup. D'accord. Depuis 2005, j'ai commencé en 2003. Ouais. Ah, tu es dans Nostalgie Fun, c'est ce qu'il me dit, Cage. Oui. Elle est dans Nostalgie Fun. On va retrouver donc la pub. On a 2 spots et puis on revient. Elle vous séduit quand même depuis 16 ans et nous en sommes très heureux. Vous êtes bien entendu à 11h16 le samedi 17 avril 2021. Le mois va vite, ça court pratiquement. NCI vous propose donc aujourd'hui à 20h30 pour s'enjailler l'émission de l'INSEE. Ici on s'enjaille. Venez voir vos stars danser, jouer et s'amuser toute la soirée sur le canal 4 de la TNT, du bouquet canal sur la télé d'Orange, sur le site www.nci.ci et en live sur la page Facebook NCI. Ça se passe ici. J'ai un message d'une auditrice fidèle pour Stanislas Zézé. Je vous rappelle, c'est le PDG de Bloomfield Investment qui est avec nous, qui nous fait l'amitié d'être dans une émission moins sérieuse que celle à laquelle il a l'occasion de partir. Je vois qu'il y a une belle connexion. Lamia, Stan,
voilà, de beaux échanges professionnels. Hein. Lamia sait sentir justement l'homme qui va changer le cours du destin de sa société, de ses entités. Je vous dirai tout sur Lamia tout à l'heure. Alors, j'ai reçu un message. Sa femme est notre digne présidente des anciennes du collège Notre-Dame du Plateau. Le couple Zézé, c'est un couple de bosseurs même. Sa femme est aussi très dynamique. Voilà, donc ton épouse Stan. Ouais. La charmante épouse. La rencontre, comment elle s'est faite? Tu as réussi à gagner le gros lot. Jean. Non, parce qu'elle était sollicitée, convoitée. Et puis, paf, il arrache. Attends, d'abord, c'est la maman des 2 enfants, de 2 filles. Ah, quand même. Donc, il y a longtemps, ils sont ensemble. Non, oui, mais ils s'affichent, ils sont à la une des journaux. C'est un couple modèle, comme on dit, à la Barack Obama. Oui, mais je crois que ce qui est important dans un couple, c'est de se tirer vers le haut. C'est-à-dire que, et de ne pas avoir. Je crois que beaucoup de gens, malheureusement, ont pas l'honnêteté de dire qu'ils sont devenus ce qu'ils sont devenus grâce à leur femme, grâce au soutien de leur femme et de sa présence et tout ça. Et c'est pareil, hein. Elle me tire vers le haut, je la tire vers le haut. Ça fait 20 ans que nous sommes ensemble. Déjà? Ouais, 20 ans. Ça fait 20 ans et je crois que quand j'ai rencontré, j'ai vu en elle ce potentiel-là. Donc évidemment, quand elle a décidé elle aussi de montrer une entreprise, tout de suite, je lui ai dit que c'était une excellente opportunité. Ça fait que 5 ans qu'elle a monté son entreprise, qui est très successful aujourd'hui. Ouais, elle est bancable. Elle est très demandée, elle est très busy. T'es derrière, c'est normal. Et aujourd'hui, moi, je suis celui qui va rester le plus à la maison parce que moi, j'ai atteint la vitesse de croisière. Donc moi, je vais rentrer tôt, parce que moi, en réalité, je rentre à 18h. Hein. Je rentre pas plus tard que ça. Ok. Je rentre à 18h, sauf si j'ai un meeting ou un cocktail, mais sinon, je rentre à 18h. Mais ça compense tes nombreux voyages. Écoute, j'ai réduit mes voyages de façon significative. Hein, okay. Parce que comme Jeanne devient très busy, donc j'ai réduit les voyages, je ne pourrais pas que les enfants soient toujours seuls. On essaie de ne pas voyager en même temps. Avant, on le faisait, mais maintenant, on ne le fait plus. Bon, je pars, elle est là. Elle part, je suis là. Je rentre plus tôt, elle rentre plus tard. Et on trouve toujours le compromis pour l'équilibre de la famille. D'accord. Alors, Lamia est avec nous. Lamia, les gens l'ont vu justement depuis tout à l'heure sur la télé, justement sur NCI. Ça va, Lamia? Lamia, tu étais de la maison. Bonjour Yves, oui. Bonjour à tous. Alors, une histoire fabuleuse. Hier, je vais acheter des plantes. Je cherchais des plantes originales. Et donc, je vais dans une galerie de zone 4. J'étais déjà là il y a quelques semaines. Et puis, la vendeuse n'était pas là. Et j'avais laissé mon numéro. Elle ne m'avait pas appelé. Et donc, hier, elle m'appelle. J'ai dit, mais vous devez laisser ton numéro? Ouais. Tu dis quoi? J'ai pas entendu. Tu dis, c'est pourquoi tu as laissé ton numéro? Non, c'était pas pour la vendeuse. Non. Je l'ai même pas vu. J'ai laissé pour acheter une orchidée. Et donc, je suis parti, elle m'a jamais appelé. Et hier, elle me dit, monsieur, c'est la vendeuse. Nanana. Et donc, on a reçu un arrivage. Alors, j'arrive là-bas parce que je me dis, si je perds du temps, justement, on va prendre. Et donc, je prends les articles. Et comme moi, j'adore négocier, Stan, tu me diras si c'est bien de négocier. Moi, je négocie partout, même chez les Blancs, je négocie. Et j'obtiens toujours gain de cause. Et donc, elle dit, elle va appeler sa patronne. Et puis, j'entends dire, Madame Lamia, est-ce qu'elle va même venir aujourd'hui? J'ai dit, Lamia, c'est qui la Lamia? Parce que j'ai des oreilles qui traînent. Et je dis, c'est celle qui fait les cours de danse, là, et tout. Elles me disent, oui. J'ai dit, mais je prends mon téléphone, j'appelle. J'ai dit, mais elle est terrible, cette fille. Elle est dans la danse, les fleurs, c'est celle-là. Et je lui ai dit, viens, parce qu'elle a un super projet, justement, concernant les jeunes. Mais Nostalgie, tu es venu, tu as fait fort, et tu es parti sur la pointe des pieds. Qu'est-ce qui s'est passé? Caliente. Pas mal de choses. Même un peu Gloria Estefan. Ça, c'est la chanson Caliente que j'adore. Ouais. Et puis, bon, on va pas étaler tout ce qui s'est passé. Tu as eu un bébé? J'ai eu un bébé, oui. Ouais, ça fait partie des choses importantes. On t'a pas dragué ici? Non. À la radio. Gloria Estefan. Non, on n'est pas dans... Non, en fait, il y a des moments où la vie prend un autre tournant. Et puis, bon, toute chose arrive pas par hasard. Ouais. Donc rien n'arrive au hasard. Ouais. Et du coup, il y a eu pas mal d'autres opportunités qui se sont présentées. Ouais. N'empêche que ça me manque un petit peu. Mais tu venais là pour le fun. Pour le fun et en même temps le fait que j'aimais ça à la base. Et puis imposer un peu autour de ça. Ouais. J'ai travaillé à la radio en France pendant un moment.
Donc quand je suis arrivée, c'était un peu un accomplissement de me dire que j'aurais ma propre émission. Et en même temps, c'était dans le cadre de mes activités. Ouais. Donc le côté danse latine, avoir une émission qui rappelle un petit peu les activités. Et puis petit à petit, il y a eu d'autres choses qui se sont... Et tes origines? Alors, je suis beaucoup de choses. Ouais, j'ai appris ça, effectivement. Ouais. Libanaise, guinéenne, sénégalaise. Libanaise, guinéenne, ivoirienne. Yanak, là, c'est... Yatar. C'est Yatar. Yatar. Ah, d'accord. Yatar, il y a une petite histoire autour de ça. À l'époque. C'est pas Yatar, hein? Non. Non, c'est pas ça. Non, mais on m'a déjà fait la blague. Ouais. Non, en fait, à l'époque, mon arrière-grand-père, quand il allait s'inscrire, il a donné le nom de la ville d'où il venait. Ok. D'accord. C'est une ville au Liban qui s'appelle Yatar. Jusqu'à aujourd'hui, je ne connais pas exactement le vrai nom de famille que nous avions à l'époque. Non. Donc on a gardé ça et puis c'est une petite famille. Mais c'est sympa, c'est pas mal. C'est pas mal. Moi, quand je vois, je sais pas, il y a une chanson qui me... Est-ce que tu danses toi-même? Oui, je donne des cours. Tu donnes des cours. Ouais. Et il y a cette chanson qui me parle quand j'entends surtout ton titre, la chanson, ton émission. Financière et internationale. Oui. Et l'essence même de notre métier, c'est la crédibilité. Donc, je veux dire qu'il faut... Et comme je suis le fondateur, s'il y a un scandale sur moi, ça affecte systématiquement. Bien sûr. Tu as combien de pays dans ton portefeuille client? On note à peu près 9 pays, il me semble. Mais en termes de société, banque, assurance, tout ça, on a plus de 100. Ouais. À travers le monde d'ailleurs, parce que nous sommes... dans toute l'Afrique, nous sommes aussi en Europe, spécialement en France et en Angleterre. D'accord. Et tu as combien de personnes? Salut Rémi Été. Combien de personnes qui sont sous ta coupole? Ça dit que la masse salariale ici, nous sommes une quarantaine à peu près. 40 personnes? Oui, une quarantaine à peu près. Vous savez, il n'y a pas besoin d'être 300. Hein, parce que vous avez des staffs qui sont sur plusieurs missions en même temps. C'est une équipe d'élite. C'est exactement ça. Nous sommes des initiés, comme on dit. Voilà. Et tu recrutes encore en ce moment parce qu'il y a des gens qui t'écoutent, qui ont envie de venir travailler avec toi. Parce que moi, il y a un jeune là qui m'envoie plein de messages, il a envie de travailler avec toi. Il dit c'est son rêve. Il donne une banque de la place. Ouais, qu'il aille sur le site internet, qu'il envoie son CV. Le site internet, c'est lequel? C'est www.bloomfield-investment.com. Voilà. Et il y a l'adresse où envoyer les CV, c'est info info@bloomfield-investment.com. Ok, Jean-Jacques, c'est fait. Ouais. Voilà. Alors, je rentre maintenant dans des histoires un peu personnelles. Tu as été annoncé lors de la campagne de Fabrice Sawignon il y a 2 ans. Été annoncé? Oui. Tu étais annoncé à un meet and greet. Et tu as brillé par ton absence. Oui, parce que j'étais pas là, parce que j'ai dû voyager. Malheureusement, c'est des fois dans mon métier, on rencontre des premiers ministres, des ministres de finances, qui généralement, quand vous avez rendez-vous avec eux, ils vous disent on vous revient. Ils peuvent vous appeler la veille et puis dire on voudrait vous voir demain. Voilà, et puis on a pensé au fait que tu voulais pas te mouiller politiquement. La politique, ça te parle? Je ne suis pas un politicien. Donc je veux dire que je vienne. Fabrice est mon ami, que j'aime beaucoup, parce que je trouve qu'il est très courageux, il est très ambitieux, il est travailleur. Et évidemment, je viens à toutes ces réunions. Je ne suis pas un politicien, mais c'est pas parce que j'ai un ami qui fait la politique qu'il sera plus mon ami. Non, mon ami, mes amitiés, je les assume. Hein. Fabrice est un très bon ami. Mais ce jour-là, je n'étais pas là, tout simplement. Mais de toute façon, on t'a vu dans la campagne, une campagne après, je crois, contre le coronavirus, c'est ça? Voilà. On a fait une campagne. Non, c'était une campagne sur la paix. La paix, voilà, sur la paix, en prélude aux élections. Voilà. Je trouvais que c'était une excellente initiative. Et justement, Fabrice fait des choses comme ça, fabuleuses. Et je crois que le meet and greet qu'il faisait, je trouvais que c'était extraordinaire, parce que c'était pas le côté politique que je trouvais extraordinaire. Ce que je trouvais extraordinaire, c'était le partage avec les jeunes. Nous sommes dans des pays où les jeunes ont besoin de modèles. Ils ont besoin de modèles. Et la plupart du temps, on ne dit pas la vérité, malheureusement, aux jeunes. On pense qu'il faut les caresser dans le sens du poil. Non, il faut les responsabiliser. Les jeunes, il faut les responsabiliser. C'est l'avenir de nos pays.
Si on ne les responsabilise pas et on les infantilise, évidemment, on aura des leaders enfants après. Il faut avoir des gens qui soient courageux, qui comprennent qu'il faut travailler pour réussir, il faut avoir un certain comportement pour réussir. Quand on dit que vous avez le pouvoir, ça ne veut pas dire qu'il faut descendre dans la rue, casser les choses, non. Ça veut dire qu'il faut prendre conscience de ce pouvoir et que vous soyez une force de contribution à la politique publique. Parce que quand vous commencez à avoir des jeunes qui organisent des débats, des discussions constructives sur des problématiques sérieuses de la société, après, peut faire des propositions au gouvernement. C'est ce qu'on attend des jeunes, donc il faut les responsabiliser. Dans ce genre de rencontre avec les jeunes, où on leur dit clairement comment il faut réussir, il faut travailler, il faut être sérieux, il faut faire des sacrifices. Et ça, moi j'adore, moi je le fais tout le temps. Fabrice aussi le fait, on le parle tout le temps dans les universités. On parle tout le temps dans les universités. Dans les universités, ouais. Et c'est ça l'objectif, justement. Oui. Non, mais je parlais des jeunes maintenant qui ne veulent rien faire, qui passent le temps à demander de l'argent aux gens et tout ça. Oui, mais nous, comme on dit en anglais, we don't entertain these people. C'est-à-dire qu'on n'est pas là pour, justement, ces jeunes qui ne veulent pas travailler et qui pensent que la vie est facile. Non, pas du tout. Enfin, moi, je reçois personnellement des centaines de messages. Je réponds à tous les messages. Quand vous commencez à me dire... Quand vous commencez à me dire j'ai un projet, il faut m'aider, il faut financer, je vous dis non, pourquoi je ne vous connais pas? Je finance votre projet, pourquoi? Non. Enfin, c'est pas moi qui ai dit que vous pouvez être entrepreneur, c'est vous-même qui l'avez dit. Tout à l'heure, si vous avez dit ça, il faudrait que, quand vous venez me voir, dites j'ai commencé un projet, voilà où je suis, je voudrais en parler avec vous déjà. Qu'est-ce que vous en pensez et quel conseil vous me donnez? Et moi, si je regarde ce que tu fais qui est très intéressant, ce que je peux faire pour toi, c'est de te donner un marché. Si tu es compétent, et que tu es dans un domaine où j'ai besoin de quelque chose, je vais te consulter, je te donnerai ce marché-là. Mais je ne suis pas là pour financer les business des gens. Ouais, les gens pensent que... Tu nous diras tout à l'heure quelles sont les clés pour réussir une affaire. Juste après, on a quelqu'un qu'on tenait à féliciter et lui aussi tenait à remercier tous ceux qui sont venus nombreux à son spectacle. C'était pas évident, justement, par ces temps de Covid. Et il a fait un sold-out donc, au Palais de la Culture d'Abidjan. La 4000 places qui était finalement la salle de 5000 places. Tellement il y avait du monde. Agalawal, comment va? Je vais bien, ça va bien. Alors, je voulais te faire des propositions d'achat d'appartement à Assini, d'achat d'appartement dans un immeuble haut standing à Assini, avec l'argent de la semaine dernière, là. Ah bon, hein? Ouais, notre invité, justement, va t'aider en cela, Stanislas Zézé. Ok. Alors, bravo à Galawal, bravo. C'était pas évident. Je connais des gens qui se sont dit, lui, il raconte sa vie, il va taper poteau. Et tu m'as envoyé les images, c'était impressionnant. Alors, ton sentiment aujourd'hui après ce succès? Alors, moi, je voulais dire que je suis pas assez satisfait parce que il y a eu beaucoup de manquements dans la programmation du spectacle, c'est-à-dire l'heure du début du spectacle. C'est la seule déception que j'ai eue. Mais tu es obligé d'attendre les gens. Parce que de plus en plus, le public vient à son heure, puisque les promoteurs démarrent en retard. Non, pas vraiment ça, mais cette fois-ci, on était de bonne foi, puisque j'ai donné ma parole sur l'antenne de Nostalgie. Ouais. Alors, on n'a pas compté avec le Classico, Real de Madrid-Barça. Ah, d'accord. Et ça, c'est ça qui nous a joué le coup. Et le public a commencé à venir après le match. D'accord. Donc, on était obligé d'attendre, parce qu'on avait déjà vendu tous les tickets, et donc on ne pouvait pas commencer sans le public. Mais c'est ce que je t'explique. De tickets. Si les gens n'avaient pas payé des tickets, on allait commencer malgré nous, mais on était obligé d'attendre le public. Voilà ce qui s'était passé. Et c'est mon seul sentiment de déception. Sinon, tout le reste, je suis très satisfait. Le public a beaucoup aimé, les sponsors, le public a fait un bon retour. Alors, la prochaine étape, c'est quoi? Est-ce qu'après un événement comme ça, on se dit, on se repose un peu, on se fait oublier un peu par les gens, on continue les gombos, les mariages, les cérémonies, juste pour assurer le quotidien? Non. Avec ce spectacle, c'est le 4e One Man Show qui a refusé du monde. Donc, on a décidé de tendre un peu le spectacle à l'intérieur du pays maintenant. Ah, bonne idée. Aller vers ceux qui n'ont pas pu faire le déplacement depuis l'intérieur du pays. Donc, on est en train de s'organiser. On vise des villes comme les grandes villes du pays, Bouaké, Korogo, Ma.
à Bangourou, Daloa, Bondoukou, qui est chez moi. Ok. On va faire l'apothéose là-bas. D'accord. En tout cas, merci à Galawal. Et peut-être un mot à l'attention de tous ceux qui sont venus, qui ont payé ces 10 000, c'est ça? C'était 10 000? 10 000, 20 000. 10 000 et 20 000. 10 000 et 20 000, ouais. Oui. Ben, je leur dis merci et qu'ils sachent que je suis toujours là. Et c'est le même Agalawal qui va toujours rafraîchir ses créations. C'est pas de réchauffer. L'année prochaine, le rendez-vous encore plus si Dieu nous donne longue vie. Merci à Nostalgie et merci Vieux Père. Ah non, tu sais très bien. Tu es dans mon cœur. Tu es vraiment dans mon cœur. Après, on fera le bilan financier. Ça envoie par là. Les réseaux ne passent plus. Allez, au revoir, Galawal. Ouais, merci beaucoup. Merci. En tout cas, j'étais vraiment fier de voir son succès. Voilà. Alors, Lamia, ton projet en ce moment, c'est lequel? Alors en ce moment, en fait, c'est un projet qui me tient à cœur, que j'avais commencé à mettre en place il y a déjà quelques années. Ouais. En 2014, j'ai fait la première édition. C'est un concours de chant qui s'appelle Chante ta vie. Les enfants ou adultes? C'est ouvert à tout le monde? C'était d'abord adultes. Ok. Pour la première édition, on avait vraiment fait que les adultes. Et petit à petit, d'année en année, puisque je suis allée jusqu'à l'édition 3, où là, j'avais vraiment fait le Chante ta vie Kids, où je faisais intervenir aussi que des enfants, mais on va dire un concours à part, pour ne pas mélanger. Et du coup, à partir de là, j'ai eu pas mal d'opportunités qui se sont ouvertes. J'ai été recruteur pour Talpa Middle East, pour The Voice Moyen-Orient. Wow. Donc j'avais la charge en fait de recruter des talents pour The Voice Moyen-Orient. Donc c'était super intéressant, et puis aussi j'étais reconnaissante aussi d'avoir cette opportunité. Et moi, à la base, je chante déjà depuis tout petite, donc c'est vraiment une passion. Génial. Et juste après, il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées, dont la naissance de mon dernier garçon. Ouais. Tu en as combien? J'en ai 3. 3 garçons. Ah ouais. Je suis servie en garde du corps. Mais c'est à la recherche de la fille que tu avais les garçons qui s'accrochaient. C'est ce qu'on dit, mais bon, là je suis encore à la recherche, donc je sais pas s'il y a un garçon encore derrière. Toi, tu fais 2 filles. Ouais. Non, mais moi c'est 2 garçons, 2 filles, parité. C'est le choix du roi. 2 filles reconnues. 2 filles, 2 garçons. Et là j'arrête le compteur. Et du coup, après ça, j'ai un petit peu arrêté, mais je continuais à chanter pour moi et à donner des cours aux enfants. D'ailleurs, je continue à le faire. On fait des ateliers comédie musicale, chant et comédie musicale. Pardon. Je t'en prie. Chant et comédie musicale. Et du coup, là, vu la situation sanitaire, j'ai décidé de remettre sur le tapis donc, ce concours pour Chante ta vie, mais online. Donc là, ça me permet d'ouvrir les frontières et permettre à des personnes qui ne sont pas forcément sur Abidjan de pouvoir participer au concours. D'accord. C'est quoi le site sur lequel les jeunes peuvent... Chante ta vie online sur Instagram et Chante ta vie sur YouTube et Facebook. Ok. D'accord. Donc là, on a fait la période, on a passé la période de présélection. On a retenu 12 candidats qui vont commencer le concours donc le 26 avril. Et on a des personnes, des Ivoiriens qui habitent, un Ivoirien qui habite en Italie. On a des candidats qui vivent en France et majoritairement des candidats ivoiriens. Mais quand même, ça laisse l'opportunité aux personnes qui sont à l'extérieur de pouvoir participer. Et c'est vraiment, quand j'ai lancé ce concours, c'était pas à but lucratif. C'était plus le côté passion, parce que j'ai déjà un travail, et un travail allié à quelque chose qu'on aime faire, ça ne fait qu'épanouir. Donc c'est plutôt dans cette optique-là que j'ai relancé ce concours-là. Alors, est-ce qu'il y a des membres du jury? Oui. Connus? Alors, on a des membres du jury qui sont connus. Donne-nous quelques noms. Je peux donner les noms. Oui. Alors, on a Connie Touré. Ah, Connie, Coco. On a Marcel des Two Boys.
Ouais, non, je connais Oui, pas. c'est Marcel. Two Boys. Ouais. Les deux qu'on avait reçus, là, les sœurs, enfin, les amis. Ouais. Est-ce qu'ils sont venus? Ils sont pas venus? Si, ils sont venus, ils sont déjà passés ici. Ah bon? Ah d'accord, ok. Je crois qu'ils avaient fait The Voice Africa en 2017. D'accord. Il y a aussi Tom Frager, le chanteur de Lady Melody. Ouais. On a aussi un guitariste européen et sa femme qui sont en couple, qui forment à eux deux un membre du jury. D'accord. Donc elle est chanteuse qui a été produite par Tikenja. D'accord. Et on a un arrangeur du son aussi. Donc ça fait 5 membres du jury qui sont là plus en tant... Parce que là, on est sur du online. Qui sont plus là en tant qu'influenceurs. Donc ils influencent les votes. Okay. Et les votes sont passent sur la plateforme Facebook où les internautes peuvent liker pour leur candidat. Et c'est quoi les récompenses? Parce que ça peut inciter d'autres personnes à participer. Mais est-ce que... je dis juste les récompenses sans citer les... Oui. Donc on a un billet d'avion, donc un voyage. Vous allez où? Alors ça dépend de la sous-région quand même. Ça dépend en fait de la personne qui gagne. Si la personne habite en Italie, elle va venir ici. Ah ok, d'accord. Et si la personne habite à Abidjan, elle va partir de l'autre côté. Ouais. Est-ce qu'elle aura le visa facilement? À la base, c'est à partir de Paris. Donc après, moi, le billet d'avion que je peux offrir, c'est Paris-Abidjan-Paris. Ou bien Abidjan-Paris-Abidjan. Ou si on a des problèmes de visa des fois et que les personnes veulent partir à partir d'Abidjan, on fait un Abidjan-Dakar. On essaye de voir un peu à faciliter. Ou bien Abidjan-Maroc. Par exemple. Pas de visa. D'accord. Et aussi des pianos pour les 3 finalistes. Ah ouais, génial. Des instruments de musique. Génial. Alors, Marie-Jo. Non, mais attends, Yves. Oui. Elle a tatoué quelque chose sur son doigt. Où elle a mis sa banque de... C'est pas la banque. C'est pas pour rien que tu portes des lunettes, tu vois, de loin. Ouais. Elle a la banque de mariage. C'est une alliance, oui. Ah ouais, c'est la banque de mariage. C'est pour fixer. C'est quoi t'as tatoué? Non, c'est juste une petite fioriture. Fioriture il n'y a comme ça. Rien de spécial, oui. Non, mais il y a une signification quand même. Non, pas de signification. Tu as d'autres tatouages? Tu as d'autres tatouages? Non, pas d'autres tatouages. Je préfère dire non parce qu'on va rentrer trop de détails. Et les piercings? Non, pas de piercing. Merci. Marie-Jo, quelles sont les chanteuses qui te séduisent? En Côte d'Ivoire déjà? Aretha Franklin, Nina Simone. Ouais. Nina Simone. Gloria Estefan. Ouais, que j'ai passé tout à l'heure. Angélique Kidjo. Aïcha Koné. Ouais. Africain. Est-ce que quand tu as les premiers signes de la diffusion en rotation de ta chanson sur Nostalgie, comment tu les as perçus? Tu t'es connecté sur la radio ou les gens t'appelaient pour te dire ton morceau passe? Non, mais avant ça, j'écoutais beaucoup. Avant d'être même dans Nostalgie Fun, j'écoutais beaucoup Nostalgie. Ouais. Et là, tu es fier parce que c'est un gros buzz, ça tourne. Le clip est sorti? Depuis le 21 mars. Depuis le 21. Ouais, tu regardes les vues. Combien de vues elle a, Marie-Jo? Est-ce qu'on peut avoir un peu? Presque 12 000 vues. Tu regardes les vues, ça te stresse les vues? Non, parce que je me dis que je suis au tout premier single. Donc, c'est plus dans l'espoir. Voilà, vraiment. Et toi, pensez un peu à santé? Oui, à santé, effectivement. Et toi, Bi-Prince? Est-ce que tu regardes les vues? Tu vas constamment regarder les vues? Tu as combien de vues? Bon, les vues, je me concentre pas trop sur les vues. Ouais. Ouais. Parce que là, ça peut me déstabiliser moralement. Ah ouais. Donc, je préfère me concentrer. Mais tu fais des spectacles, des choses comme ça? Oui. Il a presté au spectacle de Agalawal. Oui, au show. Tu as fait une show d'Agalawal. D'accord. Voilà. Et la réaction du public? Oui, ils ont beaucoup aimé. Bon, ils ont tellement aimé qu'ils ont dit que c'était pas moi l'artiste. Ah ouais? Tu peux pas chanter ça. Non, c'est une injure. Les gens sont pas sérieux. C'est une injure. Ah ouais? On me demande de faire un acapella. Oui, il a fait un acapella, effectivement. C'est quand j'ai fini l'acapella, même j'avais des blanches même devant, elles ont commencé à... Ah bon? Le gars, il se voit déjà en France. C'est ton unité de mesure de succès, quoi, les blanches. Attends, tu bégayes un peu, non? Ouais. Les blanches, t'en as eu dans ta vie? Alors? Non. Non? Parce que si t'en fais un fantasme...
Non, t'as pas eu de blanche dans ta vie. Tu as eu de blanche dans ta vie? Non, non. Ok, d'accord. Mais c'est ton rêve, quoi. Tu regardes seulement le truc et puis tu utilises le savon. C'est ton rêve? Biprince, c'est ton rêve d'avoir une blanche dans ta vie? Non, c'est pas mon rêve. Ouais. C'est pas mon rêve. Non, parce que tu as 4000 personnes dans une salle. Ouais. Toi, c'est les blanches qui sont devant qui. C'est la réaction. Alors, je vais saluer mon frère Kunta Mader, qui est devenu directeur des programmes de la 2. Voilà, donc Kunta Mader. Le travail paye toujours. En tout cas, c'est vraiment fabuleux. Bamboko, alors, il a un super message pour Stanislas Zézé, PDG de Bloomfield Investment. Votre invité est vraiment posé, une voix grave de radio. Élisée n'a pas besoin de dire Madame Soukier juste pour bonne émission. Voilà, donc c'est fabuleux. Est-ce que tu chantes à tes heures perdues? Qui, moi? Ouais. Non, à l'époque, ouais, quand j'étais à la fac. Mais plus maintenant. Ah ouais. Est-ce que tu as, à l'époque, je parle à l'époque, captivé des femmes au téléphone, rien que la voix, The Voice? Écoute, on me disait que j'avais une voix assez particulière. Mm-hmm. Mais bon, généralement, je suis quelqu'un de très modeste. Ouais. Et donc, évidemment, je ne prenais pas ça pour argent comptant et capitaliser là-dessus. Quoi. Ouais. Qu'est-ce que les femmes te trouvent le compliment qui revient le plus? À part ton compte. Tu veux dire à l'époque? Oui, à l'époque, oui. Il y a toujours un truc qui revient souvent, que les femmes, même si elles sont en Chine, au Japon, aux États-Unis, il y a un truc qui revient. C'est son côté énigmatique, peut-être. Ouais. C'est lequel chez toi? Je crois que je suis généralement quelqu'un qui ne dévoile pas. Je crois que ce côté mystérieux, là, peut-être c'est quelque chose à vouloir découvrir, quoi, à mon avis. C'est ce que j'ai dit. À l'époque. Non, je parle physiquement. Physiquement, c'est-à-dire que la première rencontre. Je faisais beaucoup de sport. Hein. Ouais. Je faisais de la muscu, j'étais fit, comme on dit. Ouais. Évidemment, dans un pays où on n'aime que les gens fit. Aux États-Unis, on n'aime pas les gens qui ne sont pas fit. Hein. Ouais. On aime les gens qui ont une très belle forme, qui font de la muscu et qui sont, comme on dit, cut, quoi. Il y a une question aussi pour lui. Il nous écoute depuis l'Italie. Hein. Ouais. Pour demander à M. Zézé s'il a vécu du racisme durant son expérience aux États-Unis et en France. Moi, j'ai une façon assez particulière de... Tout le monde a vécu du racisme, mais j'ai une façon assez particulière de répondre aux gens racistes. Hein. C'est de leur montrer qu'ils sont vraiment stupides. Et je le fais avec brio, parce que je le fais avec calme. Je le fais... Tu sais, il y a plusieurs formes de racisme. Il y a des racismes violents et il y a des racismes dénigrants. Donc, c'était dans une logique de mépris et de dénigrement. Je réponds exactement pareil. Je crois que ça les calme très vite, quoi. Ouais. Parce que pour moi, le racisme, c'est une grosse forme d'ignorance. Parce qu'en réalité, s'il n'y avait pas cette ignorance-là, il n'y aurait pas de racisme, parce que les gens pensent vraiment qu'ils sont supérieurs aux autres, ce qui n'est pas le cas. Donc ça fait, pour moi, c'est une grosse forme d'ignorance. Il faut rappeler à ces gens-là les fondamentaux de l'égalité des hommes. Ta dernière bagarre? Non, je ne me bagarre pas. Il m'arrive des fois de perdre patience. Hein. En Afrique, malheureusement, beaucoup de fois, les gens t'encouragent à perdre patience. Mais quand je perds patience... je sais des fois, c'est difficile de se retenir. Hein. Quand je suis avec mon épouse, elle s'arrange pour que je me retienne parce qu'elle est plutôt calme. Mais il y a des fois, on vous pousse vraiment à péter un câble, quoi. Ouais, c'était quoi la dernière fois où on t'a... Écoute, la dernière fois, c'était à Zanzibar. C'était il y a 2 semaines, je crois, 2 ou 3 semaines. Le vol était à 16h. Et on arrive à l'aéroport à 14h, parce que le vol est à 16h. Et ils nous disent que le vol est déjà fermé parce qu'il part à 14h50. Je dis, mais voilà le ticket, c'est marqué 16h. Il dit, oui, mais on a changé. Vous avez changé, mais vous n'avez pas eu la présence d'esprit de prévenir. Ouais. Ah, on n'a pas vos coordonnées. Je dis, mais attendez, vous foutez de qui, là? Donc là, j'ai pété un câble. Hein. Alors, quand tu pètes un câble, c'est quoi? Tu casses tout? Ah non, jamais. Non, je deviens très froid. Ouais. Très méchant dans mes mots, mais toujours froid. Ouais. Pas besoin de crier, mais très méchant. Ouais. Très, très méchant, très poignant. Très poignant.
Et je peux dire des choses assez blessantes quand même. Mais toujours dans le calme. Dans l'injure. Voilà. Non, là-bas, je lui ai dit, écoutez, je pense que vous êtes une compagnie qui, malheureusement, est en train de mettre en relief une incompétence extraordinaire. Vous savez, je veux vous rassurer que je ne prendrai plus votre compagnie, mais je vais me faire un plaisir de dire à tous ceux qui veulent l'entendre que vous êtes incompétents et minable. Ça fait plaisir. Et il t'a mis sur le vol finalement? Comment? Il t'a mis sur le vol finalement? Non, il n'y avait plus de vol. Le vol était fermé. Une fois que c'est fermé, on ne peut plus le rouvrir. Waouh! Donc j'ai dû passer une nuit de plus. Frais? Waouh! À mes frais parce que déjà, ils n'avaient rien prévu de toute façon. Mais je ne voulais même pas rester discuter avec ces gens. J'ai dit, sachez que je ne prendrai plus cette compagnie. Et là, vous pouvez vraiment compter sur moi. Je dirais à qui a envie de l'entendre qu'Ethiopian Airlines, c'est de la merde. Ah, okay. Eh ben, c'est fait. Et là, et tu l'as dit. Et ça n'engage que toi. Tu as les moyens pour les affronter en procès. Tu as les moyens pour les affronter en procès. En plus, c'est nos voisins. Non, mais non, mais c'est la meilleure compagnie africaine en plus. C'est surprenant. Oui, mais c'est ce que je disais. Je dis, vous savez, moi, personnellement, j'ai la possibilité de prendre n'importe quelle compagnie aérienne. J'aurais pu faire du Abidjan. Mais Stan, pourquoi tu t'achètes pas un avion? Non. Tu as le moyen de t'acheter. C'est un petit temps fait des sociétés volatiles. Non, je vais pas, comment dire, Abidjan, je n'ai pas l'argent d'avion. Non, mais tu prends 2 ou 3 de tes amis là. Vous achetez un avion, ça fait quoi? Non, ce que je leur disais, c'est que s'il faut que je parte en Europe pour revenir en Afrique, je le ferai pour éviter cette compagnie aérienne. Ce que je leur dis, c'est important. Vous ne comprenez pas. Quand on décide de consommer local, c'est parce qu'on décide de soutenir l'économie africaine. Ouais. Maintenant, ce que ça veut dire, on ne va pas soutenir l'économie si les gens sont minables. Il faut que les gens soient performants, il faut qu'ils proposent de la qualité, il faut qu'ils se mettent à niveau, il faut qu'ils comprennent qu'il y a de la compétition. Donc, s'ils se comportent comme ils se comportent, je suis désolé, quoi. Moi, je ne vais pas faire leur promotion à mon détriment, ça ne m'intéresse pas. Alors, un message de quelqu'un qui est justement une plume de référence dans le domaine économique, et juste derrière, tu vas nous donner 2 ou 3 astuces pour réussir son business. Monsieur Stanislas Zézé, la toute première fois qu'il a fait la une, qu'il a fait la une du magazine économique, donc en Côte d'Ivoire, c'était son magazine à lui, PME Magazine, on va le dire. La prospection a duré 6 ans. Il me disait, Bamba, on fera grand chose aujourd'hui, nous avons des clients prestigieux, voilà, donc il te fait un big up. Big up à Bamba, c'est vraiment un type bien. Ouais, il est très bien, il est très bien. Alors maintenant, tes astuces pour réussir un business, et quels sont les business porteurs aujourd'hui? Toi qui es vraiment la personne de référence dans le domaine économique. Nous sommes heureusement sur un continent où il y a tout à faire. Donc tous les secteurs d'activité sont porteurs d'opportunités. Ceci dit, quand vous créez un business, il faut que votre business réponde à un besoin. Malheureusement, beaucoup de gens créent des business par mimétisme. Ils vont créer un business... Prêt-à-porter, tout ça. Voilà, parce qu'on leur dit que ça marche. Boulangerie, pâtisserie. Il faut que ça réponde à... Il faut que ça réponde à un besoin. Et il y a 2 types de besoins. Il y a le besoin d'innovation et le besoin d'amélioration. Donc, on améliore ce qui existe déjà, on innove en créant ce qui n'existe pas. Évidemment, quand on crée ce qui n'existe pas, ça prendra plus de temps, ça va demander énormément de pédagogie pour pouvoir créer un écosystème. Parce que quand c'est innovant, il n'y a peut-être pas l'écosystème déjà, il va falloir faire de la pédagogie pour créer cet écosystème. Quand il existe déjà, il faut vous demander quelle est ma valeur ajoutée. Voilà, quel est le plus que j'apporte? Pourquoi on viendrait chez moi et pas chez l'autre? Quand on a répondu à cette question, quand on crée un business, il faut comprendre qu'on doit compter sur soi d'abord. Ça, c'est extrêmement important. Parce que, comme je dis toujours aux jeunes surtout, personne ne vous a dit que vous pouvez être entrepreneur. C'est vous qui l'avez dit. Ça veut dire que vous avez décidé d'être un champion. Un champion, il n'attend pas l'aide des autres. Un champion, c'est quelqu'un justement qui crée. Et donc, c'est de réfléchir à comment vous structurez votre business pour pouvoir le démarrer avec ce que vous avez. Moustapha Abouaké, écoute bien. Hein. Voilà, avec ce que vous avez. Et une fois que vous avez... Parce que quand vous créez un business, ce n'est pas pour emprunter. Donc, quand on parle de financement, moi, ça m'amuse. Le financement, ça vient après. Vous créez un business, la première de vos préoccupations, c'est quel est mon marché? À qui je vends ce que je crée comme produit? Qui est mon marché? Est-ce qu'il existe? Il existe, c'est ceux-là que je dois convaincre.
Et une fois que vous avez convaincu un client et que vous avez vendu un produit, vous capitalisez sur votre marketing avec ce premier client. Vous allez montrer que votre produit intéresse les gens. Même si c'est un seul client, vous capitalisez là-dessus. C'est là que le branding commence à être intéressant. Votre marketing commence à rentrer en ligne de compte. Votre capacité à dire aux gens que vous êtes capable de faire ce que vous dites que vous savez faire. Je n'ai jamais vu des gens sérieux échouer un business. C'est juste pas possible. Quand vous êtes sérieux, vous travaillez, vous êtes structuré et vous comprenez qu'il y a des sacrifices à faire et qu'il faut travailler pour réussir, la probabilité d'échouer est nulle. C'est toute la question de structure. Structure, de travail, d'abnégation, de sérieux et d'être focus. D'être vraiment, si vous voulez, sur ce que vous faites. Et comprenez aussi que il est important de mettre au centre de votre business votre client. Parce que la notion de le client est roi, les gens ne comprennent pas ce que ça veut dire. Le client est roi, ça veut dire ce que ça veut dire. Ça veut dire que tout ce que vous faites, c'est pour satisfaire votre client. Et quand votre client est satisfait, vous êtes satisfait en retour parce que vous payez. Et il en ramène d'autres, de toute façon. Voilà, absolument. En tout cas, merci infiniment, Stan, pour ces cours donc gratuits. Merci pour le don de ta personne. Merci à Lamia pour son concours de danse en ligne. Merci à Marie-Jo pour le concours de chant en ligne. Merci Marie-Jo. Merci Bi Prince. Bon appétit. Au revoir. Merci.